Bonsoir au patron des patrons, comme on disait dans mon vieux temps. On est très heureux de vous accueillir. Il y a quelques semaines, on a décidé de vous inviter. On n'osait pas le faire parce qu'on s'est dit que vous aviez beaucoup de chantiers en cours et probablement, et c'est sûr, votre emploi du temps était extrêmement chargé. Et puis on s'est dit, bon, on va essayer. Et très très gentiment, vous avez accepté de venir nous voir ce soir, quelques mois après votre prise de fonction. Première question, peut-être un peu plus personnelle. Comment ça va? C'est conforme à vos attentes? C'est plus dur? C'est ce que vous attendiez? Vous tenez bon? Bon, j'ai un peu bourlingué dans la maison MEDEF depuis bien longtemps, y compris dans la région, mais en numéro 2 au cours des 5 dernières années, donc je ne découvre pas les sujets. En revanche, je ne m'attendais pas à un démarrage en côte aussi soutenu entre une dégradation conjoncturelle qui est bien réelle, sans que je pronostique un collapse, loin de là, et puis une actualité mondiale et nationale qui est assez prenante dans les discussions très constructives avec les organisations syndicales, presque à front renversé, un peu plus tendues avec le gouvernement. C'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines et c'était un paradoxe assez surprenant. Tout au long de la journée, avant votre venue, beaucoup d'intervenants ont rappelé, ont insisté sur le rôle fondamental de la transformation de la société par les entreprises à travers la question du sens du travail. Donc, comme vous le savez, on en demande de plus en plus aux entreprises. Vous êtes à la tête de 190 000 adhérents, ce qui est considérable, de toute taille. Est-ce que vous confirmez cette tendance et que vous disent vos adhérents sur cette question de la complexité des réponses au sens du travail? 190 000 entreprises, 10 millions de salariés employés dans ces entreprises. Alors moi, je m'applique, j'arrive de Rennes, où j'ai vu un certain nombre de nos adhérents, après avoir quitté le congrès de la CFTC, où j'étais invité à l'intronisation, la réélection de mon ami Cyril Chabagnier. Donc j'essaie de me nourrir à différentes sources, ou de m'abreuver à différentes sources. Je suis assez nuancé sur ces sujets-là. J'entends avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit, pour le peu que j'ai entendu, en tout cas, ou que j'entends ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas perdre de vue qu'aux yeux de l'opinion publique, et à vrai dire chaque jour un peu plus, l'image de l'entreprise est bonne. Elle n'a jamais été aussi bonne. Et que l'entreprise est perçue, y compris aux yeux des jeunes, comme un lieu de collectif. Et Dieu sait, les événements récents en France et à travers le monde nous le démontrent cruellement, si le collectif fait défaut, l'entreprise est reconnue comme un lieu de collectif. Au-delà de ça, elle est reconnue, j'insiste beaucoup là-dessus, y compris aux yeux des jeunes et y compris s'agissant de l'impérative transition environnementale, comme un lieu de solution. Ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, on doit s'interroger fondamentalement sur tout ce qui nous réunit aujourd'hui, le sens du travail, mais il ne faut pas non plus qu'on fasse dans l'autoflagellation. C'est pas par hasard si l'entreprise a cette image. Ça lui pèse sur les épaules d'une certaine manière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes, y compris en matière de sens. Alors pour être totalement abrasif, je voudrais aussi qu'on s'interroge sur l'utilité, j'aurais presque tenté de dire la nécessité du travail. Parce que sinon on est un peu hors sol, on est un peu in abstracto, et en tant que chef d'entreprise, mais en tant que président du MEDEF, je perçois, je peux me tromper, je perçois que les choses sont donc beaucoup plus nuancées. D'ailleurs, il y a des enquêtes qui en témoignent. C'est presque choquant, à vrai dire. Mais ces notions de sens, de responsabilité de l'entreprise apparaissent finalement assez bas dans le classement des priorités. Et en quoi est-ce choquant? Ça s'est dégradé, ça a rétrogradé dans la dernière période. Depuis quand Depuis à peu près un an et demi. Alors on peut le comprendre, parce qu'il y a toutes ces problématiques de pouvoir d'achat, et c'est vrai que les salaires ont toujours été la priorité numéro 1, toujours. Mais ça l'est plus encore aujourd'hui. Donc il ne s'agit en aucun cas d'être dans le déni, de pratiquer la politique de l'autruche et de dire que tout ça sont des débats universitaires complètement conceptuels. Ça n'est pas du tout mon propos. Ça n'est pas du tout mon propos. Mais il ne faut pas non plus verser dans l'extrême inverse et s'imaginer qu'aux yeux des salariés, aux yeux des jeunes, encore moins aux yeux des chômeurs, cette notion de sens du travail commande tout. Alors, qu'est-ce qu'on doit analyser à partir de là? Si effectivement l'entreprise était véritablement défaillante, on assisterait, ça serait chiffré à cette fameuse grande démission. Y a-t-il une grande démission? Non. Le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé en France. Il y a 2 millions d'emplois qui ont été créés ces dernières années,
Bien sûr qu'une forme de réticence de certains à l'égard du travail peut expliquer des tensions de recrutement, mais ça n'est pas, et de loin, la principale explication. On parle de ceux qui font du bruit, on ne parle pas de ceux qui font leur travail en silence. Voilà, mais comment dire, j'assume d'être un petit peu dans la provocation en vous disant ça. Est-ce que le turnover a augmenté? Oui. Est-ce que c'est l'expression ou la traduction d'une désaffection envers le travail, envers l'entreprise? Non. Il y a eu une augmentation d'ailleurs très relative du turnover. Mais pourquoi? Essentiellement parce que du fait des tensions de recrutement, n'importe lequel de nos salariés, en mettant le nez à la fenêtre, savait qu'il prenait 10%, 15% d'augmentation, à vrai dire, dans un emploi tout à fait comparable le plus souvent. Le phénomène véritablement préoccupant, c'est celui de l'augmentation de l'absentéisme. C'est ça, moi, qui m'interroge le plus. C'est très clair dans vos statistiques? Il y a essentiellement des chefs d'entreprise ici, c'est très clair dans les statistiques macro. Moi, je ne rencontre pas un chef d'entreprise qui ne s'inquiète pas, d'ailleurs, de cette augmentation du turnover, de l'absentéisme, pardon, particulièrement chez les jeunes. Alors, comment l'analyser? Moi, il me semble, et je crois qu'il y a des études très savantes qui en témoignent, il me semble que effectivement la période de confinement était très perturbante, extrêmement perturbante, a conduit, et c'est légitime d'une certaine manière, tous les salariés, mais les jeunes en particulier, à s'interroger sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et quand même sur le sens du travail. Mais voilà, moi je m'applique en toute chose à ne pas céder à la pensée unique. Vous avez raison. Les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Et puis le travail est une nécessité. Oui, on a vu tout à l'heure des jeunes qui témoignaient Sport dans la ville, que vous connaissez très bien, parce que vous êtes implanté à Lyon. World Skills, je crois que mon ami Florence Poivet est intervenue ce matin. Et on voit bien ceux qui ne suivent pas cette manifestation ou cette opération, je les invite à le faire, parce que ça relativise beaucoup de choses. On prend une espèce de bain de jouvence ou de piqûre de PO quand on voit ces jeunes, ces statutaires, moins de 23 ans, s'engager comme ils le font dans des métiers qui, aux yeux de certains, passent pour être des métiers perdus, des métiers en déshérence, des métiers sans avenir, ce qui est faux d'ailleurs. Donc voilà, pardon de ce propos un petit peu provocateur. Non, mais ici on aime parler en vérité, donc c'est très bien. Voilà, j'ajoute une chose, ça n'est pas exactement ce qui a été dit précédemment. Le travail n'occupe plus que 15% de la durée de vie d'un Français. 15%. 15%. C'était 40% en 1960. Alors ça s'explique parce que... on vit plus vieux. Voilà. Il y a eu un allongement de la durée de vie, il y a eu d'autres décisions qu'on peut ne pas partager, l'allongement des congés payés, les 35 heures, etc., etc. On a parlé ce matin. Et pour autant, majoritairement, les salariés français considèrent travailler trop. Donc il y a une part de subjectivité dans la perception que l'on a du travail. Donc je ne dis pas que c'est absurde, je ne dis pas qu'il faut balayer ça d'un revers de la main, certainement pas. Mais moi quand je parle, mon entreprise est partiellement internationalisée, mais enfin c'est pas sa caractéristique principale. Mais quand je parle par exemple à de très grands opérateurs du transport collectif qui sont implantés dans le monde entier, eux-mêmes me disent, je pense à Transdev, je pense à Keolis, ils me disent que les comportements au travail sont très différents d'un pays à l'autre, y compris au sein de l'Union européenne. Donc, en regard, que faut-il faire? Mais il faut quand même que nous nous appliquions à apporter des réponses aux salariés pour qu'effectivement, à l'intérieur de ce collectif très apprécié qu'est l'entreprise, avec, je le précise, un dialogue social qui n'a jamais été aussi riche, eh bien, il faut qu'ils se retrouvent et qu'ils aient des perspectives. Mais le sens du travail, ça me paraît un peu gazeux. Dans le sens du travail, il y avait, on en a parlé ce matin, un projet qui est de faire vivre sa famille. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va au travail. C'est pas simplement une projection, je veux dire, philosophique en profondeur, mais c'est aussi des choses beaucoup plus simples qu'il faut peut-être aussi rappeler. Dans les sujets que vous portez aujourd'hui au MEDEF, il y a celui de la formation. Vous avez décidé d'en faire une de vos priorités. Vous attaquez un sujet très complexe. Vous pouvez nous dire un petit peu, parce que cette formation, bien sûr, c'est l'enrichissement personnel, et donc derrière, l'adéquation à un métier et le fait de pouvoir s'épanouir. Oui, alors, moi je pense qu'il y a deux piliers qui assureront, il le faut impérativement, l'avenir de notre pays et de notre continent, c'est l'énergie, vous ne m'interrogez pas sur l'énergie, et la formation. On a eu la chance, c'est la première fois dans l'histoire du MEDEF, on a eu la chance d'avoir assez longuement d'ailleurs la visite de Gabriel Attal mardi matin. Oui, on a devant vu notre assemblée. Ça s'était bien passé, on nous a dit. Ça s'est très bien passé. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Oui, alors on a quelques sujets de désaccord avec le gouvernement, on a un grand sujet de convergence qui est évidemment celui de la formation. Et j'insiste, la formation tout au long de la vie.
Alors on peut dire que nos entreprises n'ont pas de légitimité à s'exprimer sur les formations primaires et secondaires, un petit peu quand même, hein, parce qu'on a tous besoin de l'élévation du niveau de qualification, ou de la réélévation, et singulièrement dans les matières scientifiques. En revanche, je pense qu'on a toute légitimité à s'exprimer sur les formations supérieures et les formations professionnelles. Et il y a dans le panorama des dossiers que l'on a adressés actuellement, il y a un dossier absolument magnifique qui est celui de la réforme des lycées professionnels en particulier. Parce que c'est un échec collectif, on a remporté tous ensemble une magnifique victoire collective sur l'apprentissage, il faut tout faire pour préserver cette réussite. En revanche, il y a une forme d'occultation de ce dossier assez honteux qui est celui des lycées professionnels. Je me permets d'ajouter un propos lui aussi un peu polémique. Pourquoi est-ce que ce dossier n'a pas été adressé jusque-là? Parce que dans nos milieux, nos enfants ne sont pas dans les lycées professionnels. Et donc c'est une forme, pardon, de la brutalité de l'expression qui est particulièrement malencontreuse en ce moment. Mais je l'emploie quand même. C'est une forme de ghetto, y compris ethnique, ces lycées professionnels. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Il y a certains lycées professionnels qui réussissent magnifiquement. Juste pour conclure là-dessus, ayons en tête que les lycéens professionnels, un an après la fin de leurs études, pour 60% d'entre eux, n'ont pas trouvé d'emploi. 61%. Ouais. Parce qu'ils ont été mal orientés, parce qu'ils ne font pas de stage, parce que nous ne sommes pas accueillants. Et donc c'est un peu un appel que je lance aux chefs d'entreprise, beaucoup d'entre eux en sont parfaitement conscients. Il va falloir que nous nous impliquions beaucoup plus en amont au stade de l'orientation, et sortons-nous de la tête que l'éducation nationale est viscéralement hostile à l'entreprise. Ça n'est plus vrai. En tout cas, c'est chaque jour un peu moins vrai. Donc il faut que nous collaborions très étroitement avec les proviseurs, avec les bureaux des entreprises qui sont installés dorénavant dans tous les lycées professionnels, et que nous nous imposions un principe de cohérence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre, se lamenter au cas par cas que l'éducation nationale produit des gens inadaptés aux emplois que nous avons à pourvoir dans tous les métiers, bâtiments, industrie, services, commerce, et puis ne pas nous impliquer nous-mêmes dans ce dossier et plus généralement dans la formation. Donc au stade de l'orientation, au stade de l'accueil des stagiaires, et puis le jour venu, parce qu'ils auront été formés en partie grâce à nous à des qualifications qui nous intéressent, bien sûr, pour les recruter. 650 000 jeunes dans les lycées professionnels. Ça cochera toutes les cases, d'abord pour les jeunes et leurs familles, pour nos entreprises, mais au-delà de ça, pour la société, parce que bien évidemment, tous ces jeunes qui ne trouvent pas de travail, on sait où on les trouve après, et ça pose à tout le monde, ça pose de gros problèmes. Voilà, je suis très motivé, je m'emballe un peu sur ce sujet-là, mais je finis quand même sur ma lancée en vous disant, c'est un autre appel au peuple, si je puis dire. De la même manière, il faut que nous soyons beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus mobilisés pour accueillir les stagiaires. Moi, je suis très frappé par ça. Je crois qu'on a tous eu droit à cet exercice, en quelque sorte, le coup de téléphone d'un ami le dimanche soir qui nous dit « Écoute, mon fils ou ma fille ne trouve pas de stage, il ou elle est en 5e, est-ce que tu peux pas me dépêtrer ça ?» Nous sommes dans des milieux privilégiés. Imaginons ce que ça peut être pour des enfants de chômeurs de première, deuxième, troisième, parfois quatrième génération. Ils n'ont pas de réseau. Et donc, il nous faut tous être très accueillants pour ces stagiaires de troisième, demain de seconde. Ça va être difficile pour nos entreprises, parce qu'on le sait, ces jeunes-là ne sont pas très disciplinés, ils sont accidentogènes. Ben voilà, mais ils sont comme ça, ce sont nos collaborateurs de demain. Et je finis de finir en disant que on ne peut pas, le jour venu, dire l'entreprise, c'est formidable. Alors je dis ça devant Laurent. Laurent, tu me corrigeras si je dis des bêtises. C'est l'avantage de parler après, parce que du coup, il peut reprendre derrière. Il est malin, il attend la fin pour aligner tout le monde. Nous avons beaucoup de points d'accord, et je pense que ce que je vais dire à l'instant, on sera... on ne peut pas parfois à grands frais de campagne de communication, etc., dire l'entreprise est formidable en s'adressant à des jeunes que l'on n'a pas accueillis. Ils ont toutes les raisons de se dire tout ça, c'est de la com'. La réalité, c'est que je n'ai pas été accueilli. Donc mobilisons-nous tous. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé aujourd'hui, enfin pas vraiment, c'est le rapport entre le sens du travail, l'épanouissement et la santé de l'entreprise, sa bonne santé. Il y a des entreprises qui vont très bien et qui traitent très mal leurs salariés, mais en général quand même, il y a un facteur relativement clair entre une bonne santé, un florissement de l'activité, et donc du coup l'envie de s'engager davantage, de gagner plus d'argent, de voir du développement, etc. Or en ce moment, le sujet c'est la croissance.
Donc vous êtes très inquiet de ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Parce qu'effectivement, vous sentez que, comme nous tous, que la croissance s'essouffle très vite. Est-ce que vous êtes entendu par les pouvoirs publics? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous appréhendez les prochains mois? Ah oui, quand on parle de santé, c'est santé économique. Oui, santé économique. Pardon. Bon, parce qu'on avance aussi sur d'autres dossiers. On a signé un très bel accord sur accident du travail et maladies professionnelles, et ainsi de suite. Je parlais santé économique. Parce que santé économique. Non, moi, la thèse que je porte, la thèse que porte le MEDEF, c'est qu'il ne faut pas opposer croissance et climat. Au contraire, et je m'explique. Ce débat doit être objectivé. De mon point de vue, il est par trop préempté par des personnes qui sont respectables, qui sont intelligentes pour la plupart d'entre elles, mais qui sont un peu doctrinaires et qui veulent nous inscrire, bon gré mal gré, dans une trajectoire de décroissance. On a fait chiffrer ce que coûterait aux entreprises la trajectoire de décarbonation à l'horizon 2050, à laquelle nous adhérons totalement. Je ne voudrais pas qu'il y ait de quiproquo. Mon propos n'est pas du tout de dire qu'il faut être dans le déni, qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a plus de climato-sceptiques chez les patrons. Il n'y en a plus. Mais si on veut tenir cette trajectoire de décarbonation, nous l'avons donc fait chiffrer, les entreprises françaises devront investir 40 milliards d'euros de plus chaque année. Chaque année. Sauf erreur de ma part, l'argent ne tombe pas du ciel ou ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. La croissance, essentiellement, est un facteur de profitabilité. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas opposer croissance et climat, on l'a vu de manière assez violente, avec des épisodes tels que les Gilets jaunes, mais on le voit aujourd'hui avec les ZFE, par exemple, les zones à faible émission, il y a un énorme enjeu d'acceptabilité. Il se trouve qu'on ne peut pas imaginer préserver et créer des emplois, augmenter les rémunérations, si de la même manière, assis sur la croissance, on ne génère pas les capacités financières de préserver et de créer ces emplois, d'augmenter les rémunérations. Et le troisième facteur qui est assez singulièrement français, c'est que notre modèle social, très essentiellement, est assis sur la redistribution. On le voit très bien, quand on est en récession, nos régimes sociaux plonge dans le rouge séance tenante financièrement. Je parle de l'assurance chômage, je parle des retraites, des sujets un petit peu d'actualité. Et donc, tout mis bout à bout, intellectuellement et en âme et conscience, on n'arrive pas à se convaincre qu'en s'inscrivant dans une trajectoire de décroissance, on pourra à la fois atteindre nos objectifs environnementaux, j'insiste, il le faut, et embarquer la population, parce que s'il n'y a pas d'acceptation, même de la part de gens qui de bonne foi sont environnementalistes, mais qui, c'est l'éternel problème, la fin du monde contre la fin du mois. Il faut réconcilier la fin du monde et la fin du mois. Donc, moi, je pense qu'il nous faut une croissance responsable. C'est dans la raison d'être du MEDEF depuis 2019, agir ensemble pour une croissance responsable. Est-ce que dans ce débat qui peut parfois vous opposer donc à ces gens qui vous demandent plus sans se rendre compte des conséquences financières pour vous, quel rôle joue le régulateur? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'il vous semble équilibré? Est-ce qu'il louvoie? Parce qu'évidemment, il a un rôle clé au milieu de tout ça, parce que c'est les normes qui nous imposent. Vous parlez de quel régulateur? L'État. Alors, nous on appelle de nos voeux un État beaucoup plus stratège. Ça peut paraître curieux, mais le MEDEF, non seulement a accepté la planification écologique, mais a demandé la planification écologique. Parce que finalement, ce qu'il y a de pire, ce sont les volte-face, les approximations et les contradictions. Je m'explique. Pardon d'être un peu technique, mais quand on prend la loi AGEC ou la loi climat et résilience, votée à quelques mois d'intervalle, il y a dans ces deux lois des dispositions incohérentes, voire contradictoires. Sans parler des décrets d'application. Sans parler des décrets d'application. Et donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est de la visibilité. Il nous faut de la visibilité sur le prix de l'énergie, le plus faible possible, mais enfin, de la visibilité. Il faut que là où nous savons devoir investir avec des rendements inférieurs à ceux que, historiquement, en tout cas jusque-là, on attendait sur de nouvelles technologies, sur de l'innovation, sur la transformation de nos modèles économiques, le chef d'entreprise ne craint pas le risque, c'est ce qu'il fait avancer, mais il craint quand même l'aléa. Et donc, ce qu'on attend, nous, des pouvoirs publics, au niveau français, au niveau européen, c'est primo une forme de principe de réalité, c'est-à-dire en amont d'un certain nombre de décisions normatives, qu'elles soient législatives ou réglementaires, des études d'impact construites dans la loi climat et résilience. Je vous invite à lire ça, l'étude d'impact de la loi climat et résilience. C'est une loi environnementale.
Il n'y a pas d'étude d'impact environnemental. Nous avons fait chiffrer ce que coûterait cette loi. 800 € la tonne de CO2 évitée, à rapprocher d'un prix de marché qui, au moment où la loi a été votée, de 80 €. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous foncé, mais nous aussi, on a tous foncé tête baissée sur un texte, dans l'allégresse et l'enthousiasme, avant de découvrir qu'en réalité, on allait dépenser beaucoup d'argent pour une efficacité environnementale très faible. Donc une étude d'impact environnemental qui a fait défaut, aucune étude d'impact économique et social. Donc voilà, en amont de l'élaboration de la norme, que les parties prenantes soient beaucoup plus entendues, qu'on se départisse d'une forme d'emballement collectif et de naïveté, et puis le jour venu, que ce qui a été voté soit respecté dans la durée, et là nous serons efficaces. Merci Patrick Martin. On a eu la chance donc de vous avoir quelques mois après votre élection. On a la chance de vous avoir quand même dans la région lyonnaise. On connaît la durée de votre mandat, puisque c'est 6 ans. 5. Ah, je vous en donnais une de plus. Mon épouse est dans la salle, c'est déjà difficile à mettre pour elle, 6, c'est fatal. Pardon, Madame Martin, c'est 5 ans. Et donc, on prend dès maintenant rendez-vous pour vous faire venir dans quelques temps pour voir comment votre trajectoire avance et si vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez pour vos entreprises qui travaillent avec vous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous.